Et j'arrive dans la box de CrossFit et je vois les nanas avec des cuisses bien musclées en short. Et là, je me dis: «Waouh, il y a un monde dans lequel on peut venir, comme on est». La curiosité est plus importante que la connaissance, et cela vaut également pour le sport. Pour atteindre vos objectifs, il est nécessaire d'écouter ceux qui sont passés par là pour aller plus vite. Ici Thomas, bienvenue dans le Rengo Podcast. Au programme des interviews, des rencontres, des débats autour du crossfit, de la santé physique et mentale, de la performance et plein d'autres choses. Alors accrochez-vous. Let's go. Bonjour, bienvenue à tous dans le 4e épisode des Rengo Podcast, le podcast orienté autour de la santé, que ce soit de manière physique ou mentale. Le 4e épisode aujourd'hui il sera avec Maude. Bonjour Maude. Salut Thomas, Tu vas bien? ça va super bien. Ça va, super. Maude, donc on va parler de la santé mentale. Deux petites anecdotes pour commencer le podcast, je t'en avais parlé en amont. Mais la première anecdote, c'est que Maude, c'est la fille de Francis et Fabienne. Donc ceux qui viennent le matin connaissent. Ce sont des septuagénaires. Je pense que Francis, Ouais, il a... bientôt, Francis, 70 bientôt, il va falloir fêter ça dignement. Ah ouais, ça c'est quand? Le 12 janvier. 12 janvier. Ah oui, effectivement, il faudra Ouais, ce sera la rentrée, il faudra fêter ça en grande pompe. Et Fabienne, la légende, qui a déjà 71. 71, il y a pas longtemps, je pense. Ouais, Donc, c'est toi qui nous les a, entre guillemets, un petit ouais. peu envoyés, parce que tu fais déjà du crossfit, on en parlera juste après. Mais magnifique. Enfin, c'est un grand plaisir de les avoir chaque semaine, plusieurs fois par semaine. Fabienne un peu moins en ce moment, parce qu'elle se Ouais. fait soigner un petit peu. Mais toute la communauté les adore, on les adore, ils adorent, donc c'est super. Ils ont mordu. Ils ont mordu, et comme quoi, l'âge n'est qu'un chiffre au final, parce que Ouais, Fabienne, en l'occurrence, c'est la première fois qu'elle fait un sport depuis assez longtemps, ouais. depuis très longtemps. Et deuxième, j'étais vraiment très excité, parce que là, on revient de ce qu'on appelle les Rogue Invitational, donc c'est une compétition de CrossFit Mhm. qui s'est implantée cette année pour la première fois en Écosse. Ouais. Mais dans cette compétition-là, il y a la partie CrossFit et il y a la partie aussi Strongman, Oui. Strongwoman. Donc, ce sont des personnes qui portent assez lourd. Ouais. Et il y avait la fameuse légende, la montagne, comme on l'appelle, After Bjornsson, qui a joué dans Game of Thrones. Je ne sais pas si tu as vu un peu la série, mais... Alors, j'ai pas accroché du tout sur la série, mais je vois la montagne. Ouais. Et la montagne, il y a quelques années, au Covid, en 2020, il a établi Ouais. un record du monde en faisant un soulevé de terre à 501 kilos, ce qui est Énorme. monstrueux. C'est une demi-tonne, c'est monstrueux. Mais c'est pas le premier à l'avoir passé. Il y avait à l'époque Eddie Hall qui l'a passé en 2016, je pense. Et ce qui m'a fait penser à toi, et ce qui permet de transitionner après, Tristan va me taper comme j'ai dit le mot transitionner, mais il a réussi à deadlift 500 kilos en 2016. C'est le premier homme à avoir réussi ça. Mais un an avant, il avait un deadlift, il me semble, à 455 kilos. Donc, il devait faire un jump énorme Ouais. en si peu de temps. Et pendant sa préparation, il a vraiment galéré à pouvoir se développer physiquement. Et en fait, il a considéré, alors à voir hein, les chiffres, etc., mais que pour être au 100% de ses capacités physiques, il fallait se mettre dans un état mental d'urgence. Ouais. Donc on en reparlera peut-être après. Mais se mettre dans un état mental d'urgence, c'est-à-dire quoi? Comme si tu étais dans une situation, comme on peut voir à la télé, par exemple, j'ai un de mes voisins qui est fermier. Il se reconnaîtra, je ne sais pas s'il écoutera ce podcast, mais il se reconnaîtra sûrement. Il avait beaucoup d'enfants et en fait, un jour, il était occupé de labourer son champ. Il avait une tractopelle, il était dans la tractopelle et la pelle se coince. Donc il descend, il était avec son fils, Ouais. il descend tout seul, il va vérifier la pelle, rien en particulier, il remonte, sauf qu'il n'avait pas fait attention et son fils était dans la cabine, qui était dans la cabine avec lui, était descendu, mais c'était un petit. Et au moment, soudainement, la pelle est tombée et donc a écrasé le fils. Et mes parents l'ont vu soulever la pelle qui fait 300 kilos de ses mains, alors que c'était absolument pas quelqu'un de sportif. Donc c'est vraiment cette situation-là d'urgence que tu peux préparer ton corps. Et c'est en faisant la visualisation
juste avant de pouvoir faire son deadlift, qu'il a pu réussir à soulever 500 kilos, ce qui a failli lui coûter la vie, parce qu'il a, je sais pas si Oui, tu avais ouais, vu la ouais, j'ai vu vidéo, les vidéos, ouais, ouais, c'est pisser le impressionnant. sang, en fait, il a fait des hémorragies internes, enfin, c'était énorme. Donc, comme quoi, quand on a le mental préparé, C'est une évidence. c'est une évidence. L'aparté qui a duré un peu longtemps se termine. Je te laisse te présenter. Ok. Donc, d'où tu viens, on en a parlé, mais tu fais du crossfit. Donc, où tu fais du crossfit, dans quelle salle? Ok. Et, euh, et si tu peux, à un moment donné, te replacer à 17 ans, ton cursus scolaire, et Ouais. puis on Ok. découlera après juste ça. Donc Maud, 43 ans, mariée, 3 enfants. De formation initiale, je suis infirmière. J'ai été infirmière jusqu'en 2022. 2022. Et quand j'ai fait mes études, très rapidement, je me suis intéressée à la santé mentale. Pourquoi, j'en ai aucune idée, mais ça a été une évidence pour moi. Et mon travail de fin d'études, on m'avait rayonné à l'époque, en 2003, c'était sur la santé psychologique des infirmiers et savoir concilier vie professionnelle et vie extra-professionnelle, l'importance des activités extra-professionnelles dans la santé mentale des infirmiers. Ok. Et On pourquoi m'avait... ils ont rigolé? Mais ils ont rigolé parce qu'ils ont trouvé ça débile. En me disant, mais pourquoi vous parlez de ça? Où est l'intérêt de parler de ça? C'est complètement stupide de dire qu'il faut faire des choses à l'extérieur pour être bien au boulot. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, 2003, 2024, je me dis que j'étais pas tout à fait dans le faux, quoi. Ouais, ça fait Parce déjà plus qu'on- de 20 ans, On parle un mais peu de burn-out aujourd'hui. c'est ça. C'était pas trop la mode à l'époque. C'était pas trop la mode, ouais, c'est ça. Et donc, du coup, dans mon parcours, à 17 ans, je savais que je voulais aider les gens. Comment, je ne savais pas. Et c'est évident que si j'avais su que le métier de préparateur mental existait, parce qu'on n'en parlait pas, Non? je me serais lancée là-dedans. C'était sûr. Donc, j'ai été infirmière, j'ai travaillé en santé mentale après mon diplôme. Et puis, j'avais besoin d'autre chose, me challenger. Ça me reflète beaucoup. Et du coup, je suis partie de l'hôpital et je me suis mise en libéral. Donc, j'ai fait du domicile pendant 15 ans, Ok. ouais, où j'ai rencontré beaucoup de profils différents, beaucoup de gens très malades, et où j'ai vu aussi que le mental jouait pour 80% dans les guérisons. Tu viens de quelle région pour replacer un petit peu Pardon, oui, situé? de Arras, Arras. Pas-de-Calais. Ok. Donc, Donc, pas très loin, c'est entre pas guillemets. loin. C'est pas loin. Je suis une ch'ti quand même. Et du coup, j'ai réfléchi, je me suis formée. À partir de 2010, j'ai commencé vraiment à m'intéresser développement personnel, l'importance toujours du bien-être, du mental, dans la guérison, dans le bien-être en général. Je suis arrivée dans la préparation. Alors, on parlait toujours pas de prépa mentale, mais quand j'ai accouché de ma première, euh, en 2006, c'était péridurale. On ne cherchait pas à comprendre, on mettait la péridurale à tout le monde. Et moi, je l'ai vécu comme une frustration intense. Je n'ai pas vécu mon accouchement. Et je me suis dit, prochain accouchement, c'est sans péridurale. Quoi qu'il arrive, c'est sans péridurale pour vivre la chose du début à la fin. Ok. Et avec le recul, avec mes formations, je me suis dit, mais j'ai fait de la prépa mentale. Parce que il faut visualiser le moment de l'accouchement, il faut se préparer à la douleur, il faut se préparer à toutes ces étapes. Et c'était de la prépa mentale. J'ai refait la même chose pour ma troisième, où j'ai préparé mon accouchement. Et là, c'était clair. Il y a de quoi travailler là-dessus. Il faut travailler là-dessus. Et 2014, je me remets au sport parce que c'est vrai que j'ai toujours été sportive, j'ai touché un peu à tout, mais la vingtaine, j'ai arrêté le sport. Donc, clairement, 20-30 ans, j'ai arrêté le sport, j'ai pris énormément de poids, j'ai mal mangé, enfin, vraiment pas top. Et après ma dernière, je me suis remise au sport et c'était important pour moi de me dire le mental, ça fait énormément, énormément.
Donc, je me forme, je m'informe, je mets en pratique sur moi, j'échange avec énormément de sportifs sur les réseaux, parce que j'ai créé enfin, on s'est créé une petite communauté sur Insta avec des sportifs. Alors, à l'époque, je courais seulement. Et j'aide ces gens-là naturellement, en fait. Et 2021, 2022, je fais un bilan de compétences. Et là, je salue Sandrine de l'agence My Human Partner parce qu'elle m'a vraiment aidée. Et dans tous les tests que j'ai passés, bah, c'était le coaching. Voilà. Coaching. Ouais. Aider les autres. Aider les autres. Mais vraiment, ça a été voilà, la goutte qu'il me fallait pour passer à l'étape supérieure et de me dire, voilà, next. Maintenant, C'est 2022, donc en fait c'est post-Covid, c'est un peu le ouais, moment où tout le monde s'est un peu... ça a été vraiment on en parlait hier avec, je sais, avec Marceau et Mélissa qui sont des adhérents, que Covid, ça a été... bon, nous on est un peu plus jeunes, ouais, on est même beaucoup plus jeunes. ouais, Quand tu me parles de 2003, j'avais 3 piges. Euh, donc nous, c'était vraiment dans les études. On a ouais, vraiment marqué comment le switch a été fait entre le présentiel avant, ouais. le cas sur Covid, et puis le switch en distanciel. Et puis, en fait, au niveau professionnel, j'ai vraiment l'impression, en discutant avec les centaines d'adhérents qu'on a eus, ça a vraiment été une révélation parfois pour certains adhérents Ouais. de changement, Après, bah, moi, j'ai travaillé pendant le Covid. forcément. Donc, ouais, boulot, les 3 programmes scolaires à gérer et des années hyper importantes pour les 3 enfants. Essayer de maintenir le sport parce que je faisais du sport déjà à cette époque-là. Et ça a vraiment été certainement hein, un moment charnière. Mais ça faisait déjà quelques années que je me disais, il faut que je fasse autre chose. Mais, quoi. Libéral, tu étais seul, tu avais un Non, portefeuille seul. on était deux. On Deux. était deux, heureusement. Parce que Et donc tu faisais une semaine petite off. semaine, grosse semaine, ouais, Ok. c'était ça. Un week-end sur 2, un mercredi sur 2. Enfin voilà, on s'arrangeait super bien. J'avais une super associée. Enfin voilà, vraiment, c'était génial à ce niveau-là. J'aimais mon travail, hein, attention, mais il me manquait autre chose, quoi. Ouais. L'épanouissement. T'étais appelé par autre chose. Ouais, c'est ça. Et donc 2022, tu fais un bilan de compétences. On voit que c'est le coaching qui apparaît. 2021. 2021. 2021, ouais. Tu fais un bilan de compétences. On voit que le coaching apparaît. Ouais, Du coup, est-ce que tu commences une nouvelle formation? ouais. Là, je me forme à la prépa mentale avec le docteur Barr, qui est docteur en psycho sur Lille, Ok. spécialisé en psychologie du sport. Et je me rends compte que j'utilise déjà pas mal d'outils de la prépa mentale. Donc ça me conforte encore plus dans le fait que je suis sur la bonne voie, que je suis là où je dois être. Et je me forme, du coup je me sens plus légitime, forcément. Enfin, voilà, on est formé, on est légitime, on se considère plus légitime. Et je me lance avril 2022. Avril 2022. Officiellement avril 2022. La formation que tu as faite, c'est quoi? C'est un diplôme? C'est une C'est une certification. C'est une certification qui est reconnue par l'État? Ben non, parce que c'est pas encore reconnu. C'est pas encore reconnu, ouais, c'est toujours le problème. Ouais, la seule chose qui est reconnue au niveau diplôme, c'est la psychologie du sport. Psychologie du sport. Ouais. C'est une formation qui a duré combien de temps? J'ai mis 3 mois à la faire. Ouais. 3 mois. 3 mois. Ça se C'était du mixe distanciel. du distanciel. Ouais. C'est une formation en ligne. Ouais. Ok. Certifié Calliope, Ouais. tout ça. Donc c'est déjà bien. Et donc Docteur Barthes, c'est ça? Ouais. À Lille, qui fait de l'accompagnement aussi comme toi? Oui. Ou... Ouais. Il fait de l'accompagnement de sportifs de haut niveau, de dirigeants d'entreprise. Que la formation que moi j'ai passée, c'est la haute performance dans le sport et dans l'entreprise. Ouais. Donc, ce qui me permet d'accompagner des particuliers en règle générale, des sportifs de tout niveau et des chefs d'entreprise. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un secret que... Enfin, moi, je vais parler d'un point de vue de l'entreprise, parce que les préparateurs mentaux pour les sportifs, ça se sait naturellement. Oui. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, il y a des préparateurs mentaux, que ce soit parfois des psychologues ou d'autres corps de métier, qui coachent les chefs d'entreprise à tout niveau de leur entreprise. Et je regardais une interview la semaine passée, une femme qui accompagne des dirigeants d'entreprise qui font entre 2 à 300 millions de revenus par an. Ouais. Et donc souvent, les gens pensent que les chefs d'entreprise sont des personnes un peu... surtout quand tu arrives à
200, 300 millions, Ouais, le c'est mec ça. avait 500 salariés, enfin, c'est énorme. Mais même ces gens-là ont besoin du coaching de performance. On en parlera après. Et donc, ouais, s'il donne des formations, il accompagne Ouais. aux chefs d'entreprise, etc., c'est quelqu'un de très compétent. Donc, tu te lances en avril 2022. Oui. Tu savais déjà quel genre d'offre tu allais offrir au marché ou tu avais testé un petit peu avant? Ouais. Comment tu l'as En goupillé? fait, en off, j'accompagnais déjà depuis plusieurs années des particuliers. Enfin, voilà. Donc, je savais que je voulais. Mon dada, clairement, c'est la confiance en soi. Parce que je considère que c'est la base de toute réalisation d'objectifs. Donc, mon objectif à moi, c'est d'aider les gens à passer au niveau supérieur. Ouais. Que ce soit dans le privé, dans le pro ou dans le perso. Dans le privé, pro ou sportif. Et donc, c'était là-dedans que je voulais partir. Et je ne voulais pas forcément m'enfermer dans le sport. Même si c'est ce que Tu préfères? je préfère. Enfin, Mhm. clairement, les objectifs sportifs, voilà, ça me fait vibrer. Mais je trouve que c'est génial aussi de pouvoir accompagner quelqu'un qui considère qu'il est au niveau zéro et qui me dise 6 mois plus tard, j'ai réussi à demander une évolution à mon patron, je me suis remis au sport. Voilà, tout ça, c'est génial, quoi. Il n'y a pas de petit objectif. Moi, ça, c'est ma devise. Il n'y a pas de petit objectif. Il n'y a pas de petits clients. Voilà, tout est valable tant que ça vient des tripes, quoi. C'est ça. Et tant que tu veux. Ouais. Euh, Avril 2022, tu te lances. Jusqu'à aujourd'hui, euh, même si tu touches à tout le monde, quel est le profil que tu accompagnes principalement le plus souvent? Le plus souvent, c'est le problème de confiance en soi. Ouais. Ouais. Parce que les gens considèrent que ils vont pas y arriver. Ou ils ont peur de pas y arriver. Et moi, je les aide justement à ouvrir la porte qui fait que ça va passer. Ou alors, des fois, il y a des gens qui ont des objectifs très ambitieux en matière de sport, d'être très ambitieux. Donc, c'est aussi des fois les pousser, et des fois les freiner un petit peu pour que ce soit fait de façon intelligente. Parce que moi, j'ai ce regard un peu plus objectif et plus neutre sur la situation, toujours un peu plus en recul, quoi. Donc, mais très souvent, c'est un problème de confiance en soi ou de peur de sortie de zone de confort. Ouais. Parce que tu as dit en début d'interview, entre 20 et 30 ans, tu n'as pas fait beaucoup de sport. Du tout. Donc, tu prends du poids, etc. Ouais. C'est quelque chose qui t'a peut-être touché personnellement, Ouais. ce manque de confiance en toi. À quel moment t'as trouvé le CrossFit dans ton parcours? 2021, chez LX2, Arras, la révélation. La révélation parce que je courais, enfin depuis toujours, je cours plus ou moins. Et j'avais repris le running vraiment sérieusement en 2015. Et il me fallait quelque chose de plus challengeant. J'avais besoin vraiment de sortir de ma zone, de me faire mal. Pour parler vulgairement, j'avais besoin de prendre des cartouches, quoi. la, la fameuse expression. Mais ouais, voilà, parce que c'est ça que je recherchais. Et je me souviens avoir dit ça au coach qui m'a reçu à mon premier entretien. Qu'est-ce que tu viens chercher? Je viens prendre des cartouches. Vraiment ce besoin de me faire mal. Et physiquement et mentalement. J'étais loin d'imaginer à quel point ça allait être vrai. Et première séance, j'arrive en me disant ouais, je suis en bonne condition physique, ça va. Je suis ressortie, j'ai été une courbature géante des pieds à la tête pendant 15 jours. Et ouais, c'était la révélation physiquement et mentalement parce que en CrossFit, ce que j'aime, c'est qu'on est obligé de lâcher prise. On ne sait pas ce qu'on va manger avant d'arriver, quoi. Et perso, c'était un besoin de ne pas anticiper une séance. T'arrives, tu ne sais pas si tu vas bouffer du conditioning, si tu vas faire de l'haltéro, si tu vas faire de la gym. Et ça me fait du bien parce que j'ai ce besoin de contrôler. Et là, tu ne contrôles pas, tu arrives, tu fais. Qu'en running, voilà, tu cours un marathon, tu sais, tu vas courir 42,195 km, quoi.
C'est ça. Tu peux t'y préparer. Ouais, Donc, c'est préparation à l'inconnu, à l'inconnaissable. c'est ça. C'est la pure définition même du level 1, page 7. C'est ça. Euh, Comment tu trouves le CrossFit? Parce que 2021, dans l'histoire du CrossFit, il y a eu plusieurs vagues de connaissances. 2008, 2011 avec Froning, 2014, je considère, 2017. On en parlera peut-être dans un prochain podcast. 2020, 2021, il y a encore une nouvelle vague de CrossFit. Ouais. Comment t'entends parler de donc CrossFit LX2 donc à Arras, qui est géré, je pense, par Gaëtan Gaëtan. et toute son équipe? On les salue, on les a jamais rencontrés, mais on en entend que du bien. Euh, Comment t'en as entendu parler? Et donc le switch de running à CrossFit, c'est quelque chose qu'on voit souvent maintenant. Ouais. En 2024, c'est 3 ans plus tard. Comment en 2021 t'en as entendu parler? Alors, toujours cette petite communauté Insta de sportives, à laquelle j'appartiens. Depuis 2015, on est un groupe, il y a un groupe de nanas avec qui on échange depuis 10 ans. Et c'est génial parce que c'est de la vraie relation au final. Et c'est Marion, qui était une grosse runneuse aussi, qui commence à parler de CrossFit. Elle s'est inscrite au CrossFit sur Lyon. Et je vois passer des vidéos et je me dis, putain, ça a l'air bien quand même ce que tu fais. Mais ouais, c'est génial. Et Marion, c'est team midi du lundi au vendredi. Donc tous les jours, je voyais passer ses stories. Putain, ça a l'air quand même vachement bien. Donc je lui envoie des messages. Mais vas-y, essaye. Et j'ai ce frein. Le frein classique du ah ouais, mais moi je vais devenir comme ça, j'ai pas envie. Voilà, moi si j'ai fait du running, c'est justement pour sécher. J'ai pas envie de devenir un camionneur. Enfin, voilà, l'image classique du je passe pas la porte d'une box de CrossFit parce que je veux pas me développer au niveau de la masse musculaire. Et elle continue, bah, vas-y, mais va faire un essai. Donc je fais mon essai. Et il faut savoir quand même qu'en matière de confiance en soi, j'ai commencé le CrossFit à presque 40 ans. J'avais jamais mis un short de ma vie. Jamais. Parce que, voilà, je ne vais pas me mettre debout, mais petite, bonne musculature. Et j'arrive dans la box du CrossFit et je vois les nanas avec des cuisses bien musclées en short. Et là, je me dis, waouh, il y a un monde dans lequel on peut venir comme on est. Parce que le CrossFit, moi, ce qui m'a choqué la première fois, c'était ça. C'était t'es grand, t'es maigre, t'es gros, tout le monde a sa place et tout le monde peut performer. Quel que soit le niveau de départ ou le sport de départ, t'en as qui vont être bons en gym et qui vont être à chier en haltéro. T'en as qui vont être hyper bons en haltéro et nuls en cardio. T'en as qui vont être bons en cardio. Et j'ai trouvé ça super de me dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Et ça a vraiment fini de me convaincre, pour le coup. Donc du coup, tu trouves le CrossFit en 2021, c'est une révélation. Ouais. Quel a été ton chemin depuis, ton parcours depuis qu'est-ce que ça t'a pu te permettre d'atteindre comme objectif, que ce soit dans le CrossFit et en dehors aussi, parce que on répète souvent, le CrossFit, c'est une prépa physique générale qui va vous permettre d'avoir du bénéfice en CrossFit, mais aussi en dehors, dans la vie de tous les jours. Donc en quoi ça t'a amélioré pour ton parcours et qu'est-ce que tu as pu atteindre comme objectif et ton challenge d'ici là, ta courte vie de CrossFit? Déjà, à l'époque, j'étais donc encore infirmière à domicile. Donc, je soulevais des charges lourdes, des patients lourds. Et rapidement, je me suis dit, waouh, des mouvements que j'avais pas du mal à faire, mais je les faisais super facilement. Des trucs cons, mais tu vas faire tes courses, tu sors tes cabas, tu fais waouh, c'est super léger. Puis ça devient rigolo même. Enfin, ouais, mais clairement, tu es fier. Enfin, voilà, tu es une nana, tu fais moins d'1m60, tu te retrouves avec tes 4 cabas qui pèsent 20 kilos de chaque côté, tu les sors de ton coffre. Ouais, c'est top. Et donc, pour la confiance, pour l'estime, le fait de gagner en force, de gagner en mobilité, c'est top. Franchement, c'est top. L'image que tu renvoies à tes enfants, tout ça, ça construit de la force mentale. Si on veut parler de mental, tout ça, ça construit la force mentale et la capacité mentale. De se dire, je suis capable de. Je ne me pensais pas forcément capable parce que je ne m'étais jamais posé la question. Et je suis capable de faire ça.
Du coup, d'un point de vue sportif, bah, j'ai forcément voulu faire plus ou mieux ou encore plus loin. Et pendant le Covid, j'avais cette petite idée de faire les 100 km de Steinwerk. Et ben, Covid a fait que... Ah, vous dites Steinwerk. Steinwerk, bah, il paraît qu'on dit Steinwerk. Moi, je disais Stenwerk. Et quand je suis arrivée à Mais c'est un W. Ouais. Je suis belge, hein, donc Mais en fait, vas-y, mais dis-moi j'aime comment bien on le dit. j'aime bien. Dis-moi comment on le dit. En fait, si c'est un mot, donc je répète, je suis belge. En Belgique, on parle 3 langues, le français, francophonie dans le sud. Le nord, c'est ce que les gens appellent vulgairement du flamand, mais en fait, c'est du Ouais. néerlandais. Et à l'est, les gens savent pas, mais il y a une petite communauté germanophone qui est collée à l'Allemagne. Nous, on dit Steenwerk, Ouais. Steenwerk, Ouais. pour le travail, werken, ou travailler, work en anglais, c'est la même racine. Mais c'est vrai que les Français, ils aiment bien mettre des V en W, Ouais. comme pourquoi wagon, mais Waterloo. Voilà. On ne sait pas très bien, mais c'est un petit tacle glissé pour la France. Non, ok, donc Steinwerk, ok. Ouais. Ce qui est de quel côté? De ton côté? C'est du côté de Bailleul, Bailleul, ouais. ouais, pour aller sur l'île. Donc, c'était un petit truc qui me trottait. Je m'étais dit, pour mes 40 ans, je me fais un 100 km. Voilà, des idées un peu débiles que j'ai parfois. Et Covid, bon, on laisse de côté. Et puis, fin 2022, je me souviens, c'était début décembre 2022. Un matin, je me lève et je m'inscris. Alors que je faisais que du crossfit, je ne courais quasiment plus. Je courais 5 km par semaine, histoire de... Ok. C'est ce qui arrive quand on est piqué un peu. Ouais. Et donc, je me dis, de souvenir, c'était le 17-18 mai 2023, ou 18-19, enfin voilà. Et je me prépare. Et donc, crossfit, je lève un peu le pied. Mon coach à l'époque me dit, tu décharges. Tu décharges. Enfin voilà, on fait ça vraiment en toute intelligence. Je me prépare beaucoup physiquement, énormément mentalement. Et voilà, Steinwerk 2023. Mon plus gros souvenir sportif et mental. Ça a été extraordinaire. Ouais, 100 km, c'est énorme. Ouais. Si on peut je pense que ça va lui faire plaisir parce qu'il écoute, il va surtout bien écouter ce podcast-là, Jordi. C'est un adhérent J'ai vu passer, ouais. qui a fait les 100 km. Alors, c'est Amiens. à Amiens, je pense, de Ouais. la Somme. Ouais. Je suis pas sûr, mais à vérifier. Et il l'a fait à une vitesse extraordinaire. Ouais, j'ai vu passer, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Ah au ouais, niveau du temps. et après, les adhérents le savent très bien. Jordi, il est d'une autre planète parce qu'il court énormément en parallèle du CrossFit. Après, il a la génétique pour. Il a une Oui. VO2 déjà naturellement qui est énorme, enfin très basse, donc ce qui est physiquement énorme. Il a une capacité d'encaissement qui est Ouais. très peu. On va dire que son rythme de sport, c'est pas ce qu'on conseillerait pour Oui. quelqu'un qui vient débuter. C'est ça. Mais lui, il se trouve, il a trouvé son équilibre là-dedans et tant mieux pour lui. Grand respect à ce qu'il a pu réaliser. Maintenant qu'il a goûté à ça une fois, C'est ça. C'est il veut un y autre regoûter monde. d'autres fois. Ouais. Donc c'est énorme. Comment tu l'as vécu? Ça a été vraiment... En plus, Steinwerk, c'est départ 19h. Ah oui, ok. Donc, Ah, course de nuit. ouais. Oui, Ok. parce Ça que doit être pire, voilà, je pense. dans les idées débiles, moi j'aime bien quand c'est vraiment débile Bien débile. jusqu'au bout. Ouais. Voilà, et c'est un 8. Donc c'est 6 boucles qui repassent toujours à la ligne d'arrivée. Ouais, lui, Jordi, c'était 50 km aller, Ouais, 50 c'est ça, km ouais. retour. Je sais pas c'est quoi le pire, mais. Mais en fait, le problème de ces boucles, c'est que tu as la ligne d'arrivée, tu y passes tous les 15 km et elle t'appelle. Ouais. Arrête, abandonne, Ouais. arrête, abandonne. Et c'est vrai que c'est très long. Il fait froid la nuit. J'ai eu froid, j'ai eu des hallucinations. J'ai tout vu. Mais j'ai jamais été aussi fatiguée de ma vie. Jamais, jamais, jamais. Je suis arrivée, je me suis endormie direct sur le brancard pour les massages. C'était vraiment incroyable, une aventure incroyable. Ça, tu t'as mis combien de temps pour l'anecdote? 16h31. Donc c'est Ah pas ouais. foufou. Attends, ça veut dire que tu as Mais- terminé à midi le lendemain? 11h30, ouais. 11h31, je suis arrivée pour l'apéro. On m'a tendu une bière, j'ai dit OK. Ah, mais tu t'es endormi du coup en la buvant? Ouais, mais ouais. Je m'étais dit, j'avais fixé une target entre 14 et 16.
Mais ouais, 16h31. Mais pour le podcast, il y a une course comme ça en Angleterre aussi dans un tunnel. Je sais pas Oui, si tu l'as déjà vu. je l'ai vu, j'ai un copain qui me l'a envoyé parce qu'il Oh sait là que j'ai des idées là. débiles, mais j'ai dit non, parce que je suis un peu claustro, et là, pour le Mais coup, voilà, non. parce qu'en Ouais, plus, il y a un reportage que j'avais envoyé à Fab et Manu, des adhérents aussi. Parce que là, ça dure, c'est plusieurs jours, hein. ouais, mais C'est 2, 3 jours, il me semble. si je dis pas de conneries, ça doit être 160 kilomètres, mais je suis plus sûre. Ouais, faut vérifier. Enfin, c'est juste énorme parce que c'est dans un tunnel, Oui. en fait, qui est extrêmement humide. Mm. En plus, c'est l'Angleterre, donc il pleut tout le temps. Enfin, c'est géant et il y a très peu de personnes qui le terminent. Mm. Il paraît que c'est encore plus dur que l'autre course aux États-Unis, La là où Barclay. la Barclay, où Ouais. t'as pas du tout de repères. Enfin, c'est juste énorme. Enfin, grand respect à toi pour ça. Parce que c'est sûr que la nuit, déjà, on est désorienté. Ouais. En plus, comme tu dis, on est facilement avec des hallucinations. T'as eu quoi comme hallucination? Sonore ou visuelle? Alors, c'était vraiment bizarre parce que c'était surtout auditif, où j'entendais Ouais. quelqu'un qui me disait euh, vas-y, allonge-toi sur le bas-côté. Et il y avait le bas-côté de la route, et je le voyais qui m'appelait, et je me voyais en train de sortir ma couverture de survie et me coucher pour faire une petite sieste. Et j'entendais vas-y, couche-toi, fais un petit somme, ça ira mieux après. Et je voyais cette ligne, il y a une boucle verte et une boucle orange, et je voyais la ligne, et je fixais cette ligne en me disant ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Et je titubais, enfin c'était avec le recul, ouais, c'est très très dur. Ouais, parce qu'en plus, là, si j'ai bien compté, ça faisait 6, 8 mois que tu faisais du CrossFit, 7 mois? Et c'était en décembre. Ouais, non, ouais, c'est ça, ouais, à peu près, ouais. C'est cool. Donc ça, c'est en 2022. Et depuis, t'es toujours resté au même endroit où t'as testé d'autres choses ou à d'autres salles, je sais pas. Alors, juin 2023, je décide de faire une pause CrossFit parce que je m'y retrouve plus. Voilà, je me questionne. Je me questionne sur ma pratique sportive. On y reviendra certainement après. Mais voilà, mentalement, je c'était plus là. C'était plus là, donc je me dis stop, on se rend pas malade. On va pas partir en surentraînement ou à Hmm. faire des conneries. On fait une pause. Donc voilà, j'explique à mes coachs, c'est pas vous, c'est moi. Pour l'instant, c'est pas ok. Je ferme pas la porte CrossFit, mais pour l'instant, c'est plus ça. Et septembre 2023, Mhm. nouvelle box de CrossFit qui ouvre près de chez moi, plus petite. Je me dis bon, bah, peut-être que j'ai besoin d'une plus petite box avec moins de monde. Voilà, parce que moi, je suis une introvertie. Donc, parce que c'est hyper important de connaître la personnalité des gens pour le sport. Enfin, en tout cas, Hmm. moi, dans l'accompagnement. Et je me dis, petite box, ça va mieux me convenir. Et donc, je me réinscris chez CrossFit Opportunity à Saint-Nicolas. Et bah, c'est reparti. C'est reparti. Là, je rencontre Bobby. Bobby, enfin, pour ceux qui la connaissent dans la région, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Ouais, c'est monstrueux, ça. Ouais, Elle est forte, très c'est très Bobby. forte. Voilà. Et Et l'approche. une super personne aussi, Ouais, humainement. voilà. Une nana géniale, américaine. Donc, Yes. voilà, c'est le CrossFit. Et avec une approche assez militaire, comme moi j'aime. Mon premier coach, c'était un ancien gendarme, Jean-Phi. Voilà, j'aime cette approche militaire du CrossFit. Et je la retrouve avec Bobby. Et c'est carré, c'est cadré. Au niveau technique, je progresse. Enfin, voilà. Donc, reprise du CrossFit, septembre 2023. Et depuis, je jongle entre CrossFit, running, CrossFit. Ça se complète vachement bien. Et j'ai intégré le yoga, en plus. Cool. Ouais. Tu fais quoi en pratique de yoga? Du yin et du vinyasa avec Léo Fell. Gros bisous. Tu Ouais. fais ça en ligne? Non, chez CrossFit Opportunity, on a des cours de yoga. Ok, cool. Donc, ouais, c'est top. On va passer un petit peu à ton cœur de métier, Ouais. ce pourquoi on t'a invité, de toute façon. J'aime bien commencer, enfin, j'aime bien à un moment donné ou pas, parler des rubriques sur les mythes liés à la thématique Ouais. de la personne qu'on reçoit. Je vais parler de préparation mentale, je vais parler de développement personnel, je vais parler de
l'aspect psychologique d'un être humain, parce que le cerveau est quelque chose de magnifique qu'on a très peu compris jusqu'à présent. Mm. Comme quoi, regarde, on peut être très bien préparé et au final faire des hallucinations avec quelqu'un qui nous appelle pour faire dodo sur le coin d'une Ouais. rue, dans le bas-côté. Donc c'est incroyable ce qu'il peut y avoir comme découverte avec le cerveau et de manière Mm, mm. générale. On va passer à travers ces mythes-là. Ça nous permet aussi de répondre à pas mal de questions qu'on peut se Ouais. poser et des bénéfices que peut y avoir la préparation mentale pour le sport ou pour la vie. Euh, T'en as déjà parlé, mais on va peut-être y revenir. Mais la préparation mentale, c'est réservé aux athlètes professionnels ou à tout le monde? À tout le monde et dès le plus jeune âge. Moi, je pratique la prépa mentale avec mes enfants depuis qu'ils sont tout petits. Et je trouve que ça devrait faire partie des programmes scolaires. Et donc concrètement, comme outil, qu'est-ce que tu as mis en place avec eux que tu considères de la préparation mentale? En fait, on le fait au quotidien, mais ça commence dès qu'un enfant apprend à marcher. On ne va pas lui dire non, 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 n'y va pas, c'est dangereux. On l'encourage, on lui dit essaye encore. Et c'est là qu'on leur apprend à gérer l'échec. Très clairement, hein. C'est toujours apprendre à tomber, apprendre à se relever. Et c'est ça, donc la préparation mentale, c'est pour tout le monde. Oui, c'est hyper important pour les athlètes de haut niveau, c'est hyper important pour les chefs d'entreprise, mais c'est important pour tout le monde, vraiment. Qu'est-ce que tu leur as aussi aidé, par exemple, à mettre des outils en place pour la gestion du stress pour les examens, peut-être? Les examens, tout le monde fait du sport à la maison. Mon fils fait du foot, ma grande fait du judo, ma dernière fait de la danse et du crossfit. Voilà, donc tout le monde est vraiment sportif à la maison. Et je leur ai appris à visualiser, on en reparlera après, mais la visualisation, c'est l'outil vraiment primordial en prépa mentale. Les outils de relaxation, de méditation, c'est pareil, c'est super important. Et j'ai 3 enfants, 3 personnalités hyper différentes. Je sais qu'avec l'un, je vais plus utiliser la visualisation, avec l'autre, plus la relaxation. C'est hyper important et il y a des super outils vraiment à tout âge. Ok. Et toi, dans ton quotidien, comment tu l'utilises, la préparation mentale? Dans mon quotidien à moi, Ouais, par rapport à toi-même. par rapport à moi-même, alors je pratique énormément la visualisation. Vraiment énormément, énormément. Je reviens à Steinwerk. J'ai cherché une image de la ligne d'arrivée sur Internet. Et à chaque fois que je courais, à chaque fois que je faisais ma préparation mentale en conscience, je visualisais cette ligne et je me visualisais en train de la passer. Alors ça a un revers, c'est que le jour où j'ai passé la ligne, dans ma tête, je l'avais déjà passée 1000 fois, quoi. Donc il n'y a pas eu l'émotion que j'ai pu ressentir à mon premier marathon, où j'ai passé la ligne, où ça a été un truc de dingue. Là, pour moi, c'était presque normal parce que je l'avais déjà vécu. La visualisation, c'est ça, c'est préparer son cerveau à la réussite. Et le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il a vraiment vécu. Donc si on travaille vraiment bien sa visualisation avec tous les détails qu'il faut incorporer, il va se dire, je l'ai déjà fait. Donc il va le faire. C'est tout, ce sera déjà fait. Et dans cette pratique-là, dans quel cadre tu as utilisé la visualisation? Quand c'était dur? Ouais. Quand tu ressentais vraiment la douleur forte? Pendant la course? Ouais. Ouais, pendant la course, ouais. Parce que rapidement, hein, c'est dur. Rapidement, c'est très très dur. Donc, ouais, je l'ai mis en place quand j'ai commencé à avoir froid. Et rapidement, il devait être à peine minuit, quoi. J'ai eu vraiment froid et Ça fait quand même 5 heures de course, quoi. ouais, c'est ça. Donc, ouais. Ça va. Mais même dans le CrossFit, si je dois venir au CrossFit, j'ai fait un blocage sur les box jump. Ah, ça. Ouais, Le fameux. t'allais y venir certainement, mais j'ai travaillé beaucoup sur la visualisation. Je rêvais de boxe. Je me souviens d'un matin, je suis arrivée en WOD en disant oh, putain, Jean-Philippe, j'ai rêvé qu'il y avait des box de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et moi, je suis une team 7 heures, donc je savais jamais ce qu'on allait avoir. Et je vois le tableau, je fais putain, des box jump. Donc voilà, et j'ai beaucoup travaillé la visualisation aussi sur ce travail-là, quoi. Ça a été énorme, énorme, Ok. énorme. Donc, on peut en parler maintenant, hein, mais Mm. la visualisation, ça te permet de
entre guillemets, visualiser Ouais, ton objectif, ouais, le concrétiser, oui, l'imprimer dans ton oui, cerveau. Quand ça devient dur, t'y raccrocher. ouais. Comment la visualisation peut te permettre de soulager un petit peu la douleur, si c'est possible? Alors, tu soulages pas vraiment la douleur avec la visualisation, parce qu'en fait, la visualisation, elle est vraiment là pour te faire croire dans le succès. C'est comme ça que je l'utilise. C'est-à-dire que tu conditionnes ton cerveau dans un mode, je vais le faire, parce que je l'ai déjà fait. Tu lui fais croire que tu l'as déjà fait. Donc, c'est ça le boulot. C'est faire croire à ton cerveau que tu l'as déjà fait. Comme ça, au moment où tu dois le faire, il sait qu'il l'a déjà fait. Je ne sais pas si je suis claire, mais tu C'est vois. très clair. Donc, pour la douleur, on utilise beaucoup plus la respiration. On peut utiliser de la visualisation de guérison, mais c'est vraiment c'est un processus un peu à part qu'on peut utiliser avec des gens qui se sont fait opérer, par exemple, ou qui ont des plaies, des douleurs vraiment ciblées, où on visualise le corps qui a guéri, la cicatrice, la plaie qui est cicatrisée. Voilà, on visualise ça, on visualise un corps qui n'a plus mal. C'est des exercices un peu différents parce que là, pour le coup, faut être plus dans une attitude de repos, de pleine conscience et de méditation presque. Ouais, c'est des choses différentes. Ouais, J'ai, ça peut parfois être bête, la question que je pose, mais c'est vraiment pour bien distinguer quel outil les ouais, gens, parce que toujours bien aussi quand on écoute un podcast d'avoir des outils concrets qu'on ouais, peut mettre en place pour soi-même. La différenciation entre comment je peux m'accrocher à quelque chose en me faisant croire que j'ai déjà succès, enfin, j'ai déjà atteint ce succès-là. mhm, Donc c'est entre guillemets lié à la confiance en soi, ouais, que la douleur et la gestion de la douleur. Ce oui, qui sont deux choses différentes, qui sont connexes, mais qui oui, sont un peu choses différentes et que j'aime bien différencier parce que souvent, parfois, il y a des gens qui vont avoir des problèmes de visualisation. Le box jump, Anaïs et Sarah, je vous vois, parce qu'on en a ouais, parlé juste avant le podcast. Et c'est bien d'avoir des outils par rapport à eux. Et c'est parce que souvent, on se dit, je vais pas y arriver parce que je vais avoir mal. ouais, Mais c'est pas vraiment ça le sujet, mais on y reviendra. ouais. Euh, Justement, par rapport à la préparation mentale, quand tu parles avec tes personnes, etc., deuxième mythe qu'on peut penser, c'est il faut avoir des années pour voir les bénéfices de cette prépa mentale. Ah, absolument pas. Très souvent, alors, la préparation mentale, c'est un exercice. Pour le coup, je ne sais pas si les gens s'imaginent que c'est facile, mais pas du tout. C'est c'est vraiment un exercice qui demande de la rigueur. Je dis toujours, c'est comme un athlète qui va faire ses gammes avant de rentrer sur une piste d'athlé, qui va s'échauffer avant un match de foot, qui va... Voilà, tu es obligé de faire des exercices. Si tu fais tes exercices correctement, très rapidement, tu as des résultats. Mais ça demande de la discipline. Voilà, une bonne prépa mentale, ça demande de la discipline. On apprend aussi à être discipliné en prépa mentale, mais si tu n'es pas discipliné dans les exercices, tu n'as pas de résultat. Mais c'est comme partout, quoi. Ça ne tombe pas du ciel. Tu fais tes exercices très, 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 très rapidement, 2-3 semaines, tu as des résultats. Et encore 2-3 semaines, des fois, ça peut aller très vite, quoi. Ouais. Les premiers résultats. Premier résultat. Ouais, Ce qui sont encourageants. Et c'est comme ouais, dans tout, comme tu le dis. En fait, dans la perte de poids, c'est ça. Dans c'est le ça. crossfit, c'est ça. Partout. Dans un succès, si tu veux être entrepreneur, c'est ça. Ouais. C'est une phrase que j'ai entendue dans Hot Ones avec l'humoriste marseillais dont j'ai oublié le nom, mais Bougueraba. Et il disait, c'est un peu le concept d'overnight success. Mhm. Les gens pensent souvent que j'y suis arrivé du jour au lendemain avec les Ouais, vidéos, mais en fait, il m'a fallu 10 ans pour être connu du jour au lendemain. c'est ça. Et le concept d'overnight success, c'est vraiment ça. C'est je mets petit à petit, ce qui est les effets cumulés, je mets petit à petit des petites choses en place qui vont à la fin, par les effets cumulés, me faire un gros effet boule de neige. Et Ouais, puis d'un coup, on va s'en rendre compte. c'est ça. Mais parfois, les bénéfices qu'on voit sur soi-même ne sont pas toujours conscients. Ouais, Il y a ces trucs-là aussi oui, de je suis conscient, je ne suis pas conscient. Dans la prépa mentale aussi, et c'est lié un peu, ça c'est un problème sociétaire, je trouve, c'est comment les gens aussi se conditionnent eux-mêmes par leurs pensées. ouais. Est-ce que dans ta prépa mentale,
tu parles de pensée positive. Ouais, toujours. Alors, j'ai 2 cas de figure. J'ai les gens qui se disent: «Je vais pas y arriver, je suis nul, je suis pas capable», et les gens qui vont me dire: «J'ai l'impression que ça me tire derrière, que j'ai un câble dans le dos qui m'empêche d'avancer». C'est 2 cas de figure, et la plupart du temps, c'est vraiment un discours interne qui est négatif, et c'est hyper important de travailler là-dessus. J'ai toujours aux gens: «Je ne suis pas capable de», c'est interdit. C'est: «Je suis en train d'apprendre à». Je ne sais pas faire, je suis sur le chemin. Et en fait, le simple fait d'apprendre à changer le discours interne, très souvent, ça engage des progrès. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça me fait beaucoup, parce que j'ai beaucoup réfléchi en amont de ce podcast, mais ça me fait beaucoup penser que, alors ça va être débile hein, ce que je vais dire, mais euh, la noirceur, le négatif, a toujours été beaucoup plus sexy que le positif. Ah, mais c'est clair. Je m'explique. Euh, la plus grande leçon de Star Wars, parce qu'au-delà de tout l'aspect qui est autour, etc., c'est quand même que le côté obscur de la force est plus attirant et a l'air beaucoup plus puissant. Ouais. Mais en fait, à long terme, le côté clair qui est beaucoup plus difficile à atteindre, comme les pensées positives, le succès, Ouais. etc., des choses extrêmement positives sont, entre guillemets, beaucoup plus faciles à atteindre. Sinon, ton métier n'existerait pas, Ouais. et ni le mien. Mais c'est un peu, j'ai l'impression, la même chose que c'est de nos jours, et surtout avec l'exacerbation des réseaux sociaux et Ouais. ce genre de choses. J'ai l'impression que la pensée négative est quand même devenue notoire Oui. et parfois inconsciemment incorporée par les gens. Ouais. Ils se sont définis, on les a définis en amont comme tels. Ils Ouais. se sont du coup définis comme tels pendant des années. Mhm. Et alors du coup, comme se sont définis eux-mêmes comme tels, ils ne peuvent pas changer par rapport à ça. Ouais. Euh, Comment tu apprêtes quelqu'un dans une consultation que tu sens qui a beaucoup de blocages internes qui s'est construit par lui-même? Ouais. Alors, ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que j'ai un exemple tout con. Ma grande, qui en ce moment est entrée en fac de lettres, je me souviens en CM2, sa maîtresse me dit: «De toute façon, c'est pas une matheuse. Elle partira dans un truc littéraire. Elle s'est conditionnée toute sa scolarité, je suis nulle en maths». Voilà. Tellement. Et alors que au départ, pas tant que ça. Mais, et donc, j'ai plein de gens qui viennent me voir en me disant: «Mais de toute façon, moi, j'ai pas d'endurance, ou je suis nulle en ça. Je suis...» Bah, déjà, de où? De où? Donne-moi une preuve concrète que t'es pas bon dans ça. Ok. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu dis que t'es pas bon? T'as quelque chose pour appuyer ça? Non? Ok. Donc, tu pars de niveau 0 selon toi. Bah, l'objectif, c'est d'arriver au 1, puis au 2, puis au 3. On ne dit pas d'arriver, de partir de 0, d'arriver aux Games en un an, quoi. Ou de partir de 0 km et de faire un marathon en 3 mois. C'est absolument pas ça. C'est de changer justement cette vision des choses. Euh, ouais, pour l'instant, tu ne te considères pas capable d'arriver en haut de la montagne, mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux que tu passes juste la première marche, quoi. Ok, la première marche est passée, ben on passe la seconde. Puis d'un seul coup, il m'appelle 2 semaines après. En gros, il a monté 3 marches tout seul, quoi. Tu vois, ça se change petit à petit. Tout ce qui est ancré, puis plus les gens sont âgés, et plus c'est compliqué de déconstruire tout ça, quoi. C'est vraiment, vraiment compliqué. Quand tu as 40 balais, t'as jamais, on t'a toujours dit que tu étais nul en sport. C'est compliqué de dire: ben, si, tu es capable, on va y aller. On va y aller, tu vas voir, tu vas trouver quelque chose déjà dans lequel tu es bien. Parce que faut trouver une pratique dans laquelle on est bien. Et à partir de là, on s'éclate, quoi. C'est un peu lié à ce qu'on appelle, il me semble que je sais plus si c'est en psychologie ou en sociologie, ce qu'on appelle des prophéties Ouais, autoréalisatrices. Parce qu'on va croire qu'on est destiné. J'aime beaucoup ton exemple de mathématiques parce que cette catégorisation de je suis matheux. ouais. Alors, un peu moins en Belgique, je trouve, parce que j'ai fait ma scolarité en Belgique et de ce que j'ai compris en discutant avec les adhérents, c'est beaucoup plus marqué en France. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté je suis scientifique, je suis lettré, je suis Ouais. plein de choses. Et que, alors du coup, je vais y croire et je vais établir toutes les actions qui vont faire en sorte que ça conditionne. Et donc, c'est une prophétie qui s'autoréalise. Mais ça peut aller dans les deux sens.
Ouais. Ça peut être pour des choses positives comme pour des choses négatives. En tant que mythe aussi, on peut penser que ça sert à rien la prépa mentale quand on est talentueux. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense que ça, c'est peut-être le plus gros mythe. C'est que quand on est talentueux, justement, en général, on le sait. Et du coup, on a tendance à être dans un mood un peu d'hyper-confiance. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça m'est arrivé d'avoir des clients qui étaient trop confiants et du coup, qui avaient pas ressentaient pas le besoin de se préparer. Et bon, ils vivaient sur leurs acquis, en mode il peut rien m'arriver. Et la prépa mentale, c'est aussi se préparer aux moments difficiles, quoi. Se préparer à l'échec, se préparer aux moments difficiles. Selon la pratique sportive qu'on a, il y a des moments où, si on fait de l'ultra-endurance, il faut savoir se préparer au moment où on va être vraiment dans le dur, et c'est des moments qui durent longtemps. Si on est dans des sports de combat, il faut se préparer au chaos éventuel. Enfin voilà, si on est dans le crossfit, on n'est pas à l'abri de tomber sur le truc sur lequel on ne voulait pas tomber. Enfin voilà, on en parlera certainement après, mais j'ai des exemples d'athlètes de crossfit qui ont été tétanisés sur un mouvement et boum, fin du game, quoi. Tu vois, donc faut se préparer à tout et l'excès de confiance, ça peut être le pire ennemi de l'athlète. Bah, il y a ça me fait penser parce que j'aime beaucoup cette question. Au quotidien, on peut avoir des athlètes, entre guillemets, des membres qui ont commencé le CrossFit il y a 3 semaines, comme des gens qui ont commencé le CrossFit il y a 3 ans. Et on peut remarquer un petit effet qu'on appelle l'ultracrépidarianisme ou l'effet de Dunning-Kruger, où une personne qui est en fait au début d'un sport ou de manière générale au début d'une dimension, et donc est débutant, va avoir une extrême confiance en soi. Ouais. Et puis alors d'un coup, au fur et à mesure qu'on ne sait rien, cette confiance-là, je pense que j'en avais déjà parlé dans un autre podcast, mais vient descendre. Et c'est totalement lié à ça parce que parfois, ça me fait rire de quelqu'un qui va peut-être me dire, oui, j'arrive à faire tel mouvement, donc je vais me permettre de donner des conseils ou de conseiller d'autres personnes ou quoi au caisse. Et puis tu vois, en fait, on est allé aux Games, on est allé au Rock, on est allé au French, et tu vois que tous les meilleurs de la planète, la première personne qui vont embrasser à la fin d'un entraînement, à la fin d'un WOD, c'est qui? Oui, il y a leur conjointe, mais souvent il y a qui? Il y a le coach. Il y a le coach, Ouais. qui souvent est préparateur physique, mais aussi préparateur mental. Et quand tu regardes Obama, s'est fait coacher par, je sais plus comment il s'appelle le coach là, avec sa grosse voix, il s'est fait coacher là-dessus. Obama. Ouais. On parle pas quand même pas d'un élu local, on Non, parle du mais président des États-Unis, euh, ancien président des États-Unis. Et quand tu regardes en fait tous les plus grands, on va parler sportifs, Mhm. que ce soit en CrossFit ou que ce soit dans n'importe quel sport, ont un coach ou ont un préparateur mental. Et Ou les pourtant, deux. ou les deux. Ouais. Et pourtant, ils ont beaucoup plus de talent Ouais. que la plupart des gens. Ronaldo en avait un aussi. Ouais. Messi aussi. Oui. Peut-être pas connu. Mais c'est ça, ils en parlent pas parce que montrer qu'on est vulnérable, pour moi, c'est la plus grande forme de courage. C'est beau. Et on commence seulement à en parler des prépas mentaux, quoi. C'est les JO, enfin, il y a un avant-après JO. euh, tous ces sportifs qui ont dit j'ai eu un problème de mental, j'ai eu recours à un préparateur mental. Voilà, maintenant, c'est inscrit, c'est important. Et tu prends un gars comme Teddy Riner, si je dis pas de bêtises, il a la même personne qui le suit depuis ses débuts. Ouais, Euh, j'ai vu. voilà, tous les grands sportifs ont un préparateur mental ou une personne dédiée à ça. Parce que je trouve que c'est important aussi de différencier la partie physique et la partie mentale. Chacun son job, quoi. Mm, C'est bien clairement. aussi que le sportif puisse avoir un sas de décompression mentale qui n'ait rien à voir avec le physique. Et du coup, ça me permet d'ouvrir un autre mythe, mais euh, est-ce que la prépa mentale, les techniques de préparation mentale sont les mêmes pour tout le monde? Non, non, parce que moi, la première chose que je fais en séance, c'est un test de personnalité. Ok. Je ne vais pas du tout travailler de la même façon avec un introverti, avec un extraverti. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Déjà à la base. À la base, l'introverti, il se nourrit tout seul. L'extraverti, il se nourrit avec les autres. S'il faut faire simple. Donc forcément, on ne va pas avoir les mêmes outils. L'introverti, il va être beaucoup plus réceptif à tout ce qui est méditation, relaxation.
pleine conscience, voilà. L'extraverti, ça va être des outils beaucoup plus compliqués à gérer. Mais lui, je sais que je vais pouvoir plus taper sur l'entourage, avec qui tu t'entraînes, sur qui tu peux t'appuyer. Voilà. Donc non, et c'est ça qui est génial en fait dans mon boulot. C'est qu'à chaque fois, je suis obligée de m'adapter à la personne que j'ai en face de moi et à la personnalité. Si tu veux le dire, hein, tu n'es pas obligé de le dire, mais tu utilises quel test de personnalité? C'est un test que j'ai créé Ah, ok. parce que avec plein de tests que j'ai Agrégé. étudiés, ouais, et j'ai fait mon test. Ok, super. Euh, Est-ce que la prépa mentale, enfin, il est marqué ça à l'inverse, mais la préparation mentale ne peut pas aider à gérer le stress quotidien? Si. Mais si, parce que, encore une fois, en séance, moi, j'apprends aux gens à faire des scans. Toujours scan mental, scan physique. Ouais. Parce que, voilà, pour un sportif de haut niveau qui vise le haut niveau, le sportif lambda comme toi et moi, oui, c'est bien de faire un scan physique. Mais le sportif qui vise le haut niveau ou qui est au haut niveau, tous les jours, c'est indispensable. Des pieds à la tête, comment ça va? Est-ce que j'ai une douleur? Est-ce que j'ai une gêne? Il y a une toute petite gêne au niveau de la cheville, ok. Point de vigilance sur l'entraînement. Mentalement, comment ça va? Je suis en forme, je suis pas en forme, j'ai envie, j'ai pas envie, je suis contrariée, voilà. Et tout ça, c'est au quotidien, et c'est grâce à ça justement qu'on construit les outils à chaque séance, quoi. Ok. Ah, c'est intéressant ce scan corporel-là. C'est un peu utilisé aussi dans méditation. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, enfin, tu vois, le fait de petit à petit, t'apprends à te connaître. Bah, du coup, tu sais prendre des clés. Je dis toujours aux gens que moi, je leur donne des clés, après, ils en font ce qu'ils veulent. Et bah, tu dis, tiens, aujourd'hui, je suis un peu stressée. Ah bah, on a appris ça. Voilà, un peu de méditation, un peu de pleine conscience, un peu de, voilà, de cohérence cardiaque. Enfin, il y a des super outils qui prennent 30 secondes. Magnifique. On y viendra tout ça, hein. On y viendra. Euh, les séances de prépa mentale sont longues et ennuyeuses. J'espère que non. Non, alors, en général, en séance, en face à face, on s'ennuie pas, on rigole. Maintenant, enfin, on rigole pas toujours, mais voilà, non, on s'ennuie pas. Il y a des exercices qui, au départ, peuvent être perçus comme ennuyeux, parce que quand je demande à quelqu'un de tenir un journal de bord, souvent les nanas, elles aiment bien. Parce que les nanas, elles aiment bien écrire leurs ressentis, tout ça. Donc, tu leur dis journal de bord, ouais, super. Les gars, ça, C'est vrai que c'est plus compliqué. ça coince, ça coince. Donc ouais, au début, ça peut être ennuyeux, ça peut être un peu fastidieux, mais rapidement, ils se rendent compte que c'est hyper utile. C'est bénéfique. Et long et ennuyeux, non, parce que si tu fais une bonne prépa mentale et si tu fais bien tes exercices, des fois c'est 5 minutes le matin, c'est dans ta bagnole quand tu vas bosser, tu peux caser ça à n'importe quel moment de la journée sans que personne s'en rende compte en plus. C'est ça qui est génial. Ah, le journalisme, c'est cette technique-là, hein, c'est le journalisme. J'ai déjà vu quelques athlètes, même une française qui s'appelle Claudia Gluck, Ouais. Gluck, je sais pas comment ça se prononce, qui était aux Games cette Ouais. année, la seule française. Je pense que la première en individuel. Non, il y a Kako avant. Euh, Elle fait du journaling chaque matin. Elle se fixe ses objectifs de la journée. Ouais. Et à la fin, et parfois aussi peut-être à la fin de la journée aussi, c'est est-ce que j'ai atteint ces objectifs-là? Exact. Et l'idée, c'est pas de faire de ce que j'ai pu lire. Après, tu me contrediras, mais ce que j'ai pu lire, l'idée, c'est pas de se faire un journal intime sur des conneries. Pas du tout. C'est pas de se dire, ouais, bon, alors je vais manger à 8h02 des œufs et puis à 8h03 du faux d'avoine. C'est plutôt de se dire, ok, je sais pas, quels sont les 3 objectifs de la journée, comment je vais les atteindre, et puis voir à la fin de la journée si c'est ce genre de choses que tu Ouais, peux c'est faire. exactement ça. En fait, souvent, après ça dépend, encore une fois, je parle en règle générale parce que ça s'adapte à chaque personne, mais c'est le matin, voilà, le scan obligatoire. C'est des routines. Ça, je suis une fervente amoureuse des routines matinales. Miracle Morning, moi, c'est un truc que j'adore, voilà, parce que si tu commences ton matin avec des tâches que tu as accomplies, tu passes ta journée dans une dynamique hyper positive. Donc voilà. 12 team setters. Ouais, aussi, certainement. Mais ça baisse la charge mentale aussi. Perso, je trouve que quand tu fais ton sport le matin, niveau de charge mentale, voilà, ton sport est fait. Tu peux
faire tout ce que tu as à faire dans la journée, tu sais que tu as fait ton sport, quoi. Ouais. Et le soir, je trouve que remplir un journal de bord le soir, c'est génial parce que tu fais le point sur ta journée. Voilà, alors selon les personnes, les objectifs des uns des autres, tu vas pas noter la même chose. Mais je demande toujours aux gens de noter dans le journal. La dernière chose à noter, c'est je suis prêt à, je suis prête à, mon objectif est de. Enfin voilà, on façonne vraiment individuellement, mais je vais réussir à. Et en fait, on s'endort avec une pensée positive qui va conditionner le réveil du lendemain. Et la nuit. C'est ça. Magnifique. Euh, Autre mythe, il faut être spirituel pour faire la prépa mentale. Non, mais il faut être ouvert. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire ouvert? Ouvert à des techniques qu'on n'a pas forcément envie d'explorer ou qu'on n'a peut-être même jamais expérimenté, quoi. Et c'est pas des trucs de gourou, mais voilà, se dire ah, putain, moi la méditation, c'est chiant, quoi. Ouais, mais on va essayer. On va essayer. On va voir. Des fois, ça n'accroche pas du tout et on passe à autre chose, mais faut essayer. Mhm. Mhm. La prépa mentale est trop coûteuse pour être accessible à tous. Alors, ouais, c'est un Ouais, grand. enfin, ça rejoint un peu le crossfit, c'est cher. C'est ça, Pff, c'est ça. Tout est question de priorité. La prépa mentale individuelle, c'est un investissement qu'on fait sur soi-même, c'est clair. Enfin voilà, c'est pas rien parce que ça demande du boulot. Enfin voilà, le préparateur mental, c'est pas qu'une heure de séance comme ça, c'est réfléchir à comment je vais organiser la séance d'après. C'est des messages qu'on s'envoie entre deux séances et qui font que tu adaptes la séance que tu avais prévue. Ah ben merde, celle-là, en fait, vu l'état actuel de mon client, non, on va pas partir là-dessus. Donc c'est du boulot. Et enfin, voilà, c'est important de vraiment valoriser le travail du prépa mental. Donc en individuel, c'est un investissement, mais il y a aussi le collectif. Moi, je propose des ateliers de groupe, par exemple, de 6 personnes, qui permettent d'être dans un accompagnement. Tu n'es pas dans l'individuel, mais tu peux quand même choper des clés. Et après, enfin, on est en 2024, sur Internet, tu trouves plein de choses qui ne sont pas individualisées, personnalisées et adaptées au quotidien. Mhm. Mais tu peux trouver des outils. Si tu n'as pas envie d'investir vraiment sur toi-même, tu peux trouver des clés un peu partout, quoi. Ouais. Mais bon, ça revient aux mêmes choses. La santé. C'est ça. C'est sûr Entre je fais mon que. sport sur YouTube et je vais dans une box de CrossFit où je suis coachée par un gars ou une nana qui a un level 3 et qui a bossé dur pour l'avoir et qui sait de quoi il parle, il y a une différence, on est d'accord. C'est ça, c'est la même chose. C'est intéressant aussi ce mythe-là, mais les techniques de préparation mentale sont compliquées et difficiles à apprendre. Non. Bah non, parce que je l'ai mis en place sur ma dernière qui devait avoir 3-4 ans, quoi. Donc non, c'est pas compliqué. 3-4 ans. Ouais. Donc chez une petite. Oui. Ah bah oui, la respiration, il n'y a rien de plus naturel que la respiration. La méditation, c'est pareil. Enfin, il y a des choses qui sont ultra naturelles. C'est juste qu'on est tellement dans notre speed quotidien qu'on oublie de respirer, quoi. Donc c'est la même chose que tu fais De avec se les enfants. poser, ouais. Pour bien comprendre, dans ton accompagnement, tu fais du physique ou tu Oui. fais du online? Les deux. Tu fais les deux? Ouais, téléphone, visio et physique, selon l'endroit où habitent les gens, quoi. Ok. La préparation mentale est une mode passagère. Non. Enfin, non, je suis sûre que non, parce qu'aujourd'hui, on parle quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de santé mentale, quoi. Donc non, je pense que c'est que le début. Et ça rejoint aussi ce que tu disais avant. On pense que ça peut être une mode alors que c'est là peut-être depuis 100 ans. C'est là depuis toujours. Par exemple, voilà, les soldats, pendant la guerre, on les coupait des nouvelles de leurs proches pour pas qu'ils soient distraits. Tu vois, donc c'était pour qu'ils soient concentrés. Il y a plein d'exemples comme ça, un peu cons, mais non, je suis convaincue que le mental a toujours été partout. Ouais, je pense dans l'armée, ils ont des formations qu'on n'appelait pas prépa mentale, et pourtant, c'est des gars qui ont un mental de Extraordinaire. dingue, quoi.
C'est ça. Si on vient un peu plus sur le CrossFit, pour pouvoir donner des clés aux gens, on va prendre l'exemple de la peur face à des mouvements. Box jump, Ouais, se mettre la tête à l'envers. ouais, Ce sont des peurs que généralement on retrouve, et généralement souvent chez les femmes, ouais. plutôt que chez les hommes, surtout le box jump. Euh, Quelle clé tu donnerais à quelqu'un, sans trop aller dans le détail, mais Mm. quelle clé tu donnerais à quelqu'un pour qu'elle puisse atteindre cet objectif de, pour ceux qui savent pas ce que c'est un box jump, il y a une boîte avec un 20 pouces ou 24 pouces pour les hommes, c'est sauter dessus avec les deux pieds joints, se redresser. Euh, pour ceux qui ne sont pas dans le CrossFit non plus, c'est une peur qui est récurrente, Oui, qui arrive tout le temps, surtout pour les personnes qui commencent le sport, surtout les personnes qui se reviennent, qui sont dans un reconditionnement à l'effort, qui ont pris un certain nombre de poids, donc qui sont plus explosifs du tout. Euh, pour vous donner l'exemple, Anaïs, c'est, on va dire, une de ces bêtes noires. Ça, et se jeter contre le mur. Se jeter contre le mur, maintenant, c'est réglé avec le cycle de gym, 12 ouais, semaines. Ça se publiera la semaine prochaine, mais elle a réussi à le faire avec l'aide des coachs. Donc, c'est à ça que ça servait. Euh, mais elle a réussi à sauter sur un box jump. Elle a fait son box jump. Et puis maintenant, elle ne sait plus le faire. mhm, Elle sait le faire. Parce qu'elle est oui, 5 kilos de moins, 5 kilos de plus de muscles. Et elle a une explosivité, enfin, clairement, elle saute comme ça, elle va beaucoup plus ouais. haut qu'un box jump. Qu'est-ce qui pourrait expliquer son blocage? Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'elle a réussi mais qu'elle n'y arrive plus? Et quelle clé tu pourrais lui donner pour qu'elle y arrive? Alors, ce qui peut expliquer, enfin, moi, je suis typiquement dans ce cas-là, hein. J'ai passé les box jump, j'ai commencé le CrossFit. Je me suis pas posé la question, en fait. J'ai sauté sans me demander si c'était dangereux ou pas. Puis un jour, tu vois quelqu'un qui se casse la gueule et qui s'explose le tibia, et là, tu fais ouh, ouh. Et je pense que ça, c'est un truc de nana, effectivement. Tu dis merde, je peux me blesser, quoi. Et on va plus loin en se disant mais si je me blesse, je vais plus pouvoir faire ci, je vais plus pouvoir faire ça. Les mecs vont pas si loin dans la réflexion. Mais ça, je pense que c'est vraiment un point de vue purement homme-femme. Et les nanas, tout de suite, c'est ouais, mais si je me blesse, c'est même pas esthétique. Je pense que la plupart du temps, on s'en fout de ça. Je vais plus pouvoir amener mes gosses à l'école. Enfin, des fois, ça part dans des trucs. Voilà. Et moi, j'ai bloqué pendant 1 an. 1 an sans pouvoir sauter. Et moi, ce que je conseille souvent, c'est d'y aller progressivement. C'est une plate. Et on va pas trop vite. Voilà, c'est tranquillement, doucement. Je suis capable, tranquille. Pendant 2-3 semaines, tu mets une plate. Au bout de 3 semaines, tu remets une deuxième plate. Tu rajoutes des plates jusqu'à ce que, sans qu'ils se rendent compte, il y a plus de plates que la hauteur de la box. Et puis on y va. Et le plus important, là pour le coup, c'est d'avoir confiance en son coach. Pour moi, la base, elle est vraiment là. C'est que si tu n'as pas confiance en ton coach, parce que quelque part, tu lui confies ta vie, quoi. Parce que tu peux te faire mal. Donc, si tu n'as pas confiance en ton coach, tu vas pas y aller. Et très souvent, les mouvements, ils se débloquent aussi là. Les gens ils disent, hein, c'est grâce à toi, c'est grâce à... Parce que ils ont mis leur vie dans les mains de leur coach et voilà, c'est toi qui as trouvé les mots pour que je me mette au mur. C'est toi qui as trouvé les mots pour que je ressaute ou tu étais à côté de moi. Tac. Et en fait, souvent, les gens ont besoin aussi de ça, d'avoir le coach à côté en mode papa ou maman, t'as vu, j'ai réussi, quoi. Mais il y a certaines fois, c'est clair que ça peut fonctionner. Par exemple, elle, c'était pareil. On a mis des plates Ouais. 1,5 fois. On lui a tenu la main, etc. Ça n'y fait quand même pas. Est-ce que la visualisation ne peut Oui. pas être un Ah bel oui. outil? Non, mais clairement. Clairement, il faut visualiser la réussite. Ça, c'est, enfin, ouais, je peux le répéter à chaque cas. Il faut visualiser la réussite. Et des fois, ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Et quelque part, on s'en fout. Le tout, c'est de se dire qu'un jour, ça va passer. Faut pas se mettre la pression du je dois absolument débloquer ça en 1 mois. Et je pense que c'est pour ça que les gens bloquent. Et puis en WOD, quand tu as le chrono qui tourne, puis tu es là devant ta box, et en fait, tu te fous la pression à cause du timer. Ça, pour moi, c'est quand tu as un blocage, le timer, c'est ce qu'il y a de pire. C'est que tu veux enchaîner ton WOD, tu veux prendre ta cartouche, donc tu dis eh merde, si je passe 3 minutes devant ma box ou 3 minutes à essayer de passer un DU
ou 3 minutes à essayer de me mettre la tête au mur, bah, j'amortis pas ma séance, quoi. Tu vois? Il y a ce blocage-là aussi. De se dire, faut y aller, faut pas être le dernier, donc voilà, faut pas se mettre la pression et se dire que ça va passer. Si physiquement tout est OK pour que ça passera. C'est là que j'allais venir. C'est pour ça que je parlais de visualisation, etc., de se voir objectiver, parce que on parle de Anaïs qui peut faire un box jump, mais Ouais. largement. On parle de Arildo qui peut faire un muscle-up largement. Euh, le problème la thématique de visualisation, euh, c'est lié à ce que tu disais. Tu vois, lui, clairement, il y a une story il n'y a pas longtemps et je lui ai dit c'est pas une bonne manière de penser. Il a clairement mis aussi dans un mois, je ne fais pas le muscle-up, j'abandonne. C'est pas une bonne manière de se parler. Après, Non, je sais que c'est pour se mettre la pression à lui-même, mais parfois, c'est pas la meilleure des choses. non. Fois, les gens, ils sont autodestructeurs. Euh, Comment elle pourrait mettre en place des clés pour se visualiser, sauter sur la boxe? Ah bah c'est pas compliqué. Alors, deux façons de visualiser. Souvent, quand on s'imagine la visualisation, tu te vois comme un spectateur, tu es en train de jouer à la console. Tu joues à la console et tu es ton joueur, tu te vois en train de faire l'action, ou alors tu es, le joueur. Donc ça, c'est quelque chose que les gens doivent déjà conscientiser. C'est quoi? C'est je joue à la console avec mon petit personnage ou je suis le personnage. Hmm. Et selon la façon déjà dont les gens pensent ça, bah, tu vas bosser ta visualisation. Donc si tu es en mode je vois le petit joueur qui fait son petit chemin, et ben, tu te visualises en train de faire sauter ton personnage sur la boxe. Et encore une fois, il faut un maximum de détails. Toujours une bonne visualisation, c'est des détails, c'est Les des détails. odeurs, c'est des bruits. Et donc, tu peux visualiser tes copains de WOD, parce que souvent, voilà, c'est Team Taylor, Team Taylor, Team Taylor, donc tu revois les mêmes personnes. Bah, tu dois visualiser tes copines, tes copains en train de te dire allez, 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 tu vas y arriver, et puis hop, tu as réussi, quoi. C'est plus tu mets de détails dans une visualisation, et plus dans ton cerveau elle est vraie, et plus du coup, ben, c'est fait, tu vois. Et quand t'es le personnage vraiment, tu fais, ben voilà, tu t'imagines en train de le faire. Et encore une fois, plus tu mets de détails et plus tu y arrives. Mais c'est du boulot, hein, c'est des fois des semaines et des mois. Hmm. Très clairement. Euh, En restant dans le CrossFit, la semaine prochaine, en plus, enfin, au moment où le podcast terminera, ce sera déjà passé, mais sera publié. Euh, on aura fait ce qu'on appelle des 1 RM. Donc, Ouais, c'est une répétition maximale dans un certain mouvement. Imaginons, on fait un back squat. On essaie d'atteindre la charge maximale du jour, du jour. pas de la vie, parce C'est que ça. parfois, il peut y avoir un 1 RM du jour qui peut être complètement fou par Oui, rapport à la possibilité qu'on s'était donnée avant, soit parce qu'il y a une progression ou juste parce qu'il y a un blocage mental. Mais c'est du jour, parce qu'il peut y avoir une influence sur le sommeil, il peut y avoir une influence sur le mental. ouais. J'ai un ami qui est aussi adhérent. Lui, je l'appelle. J'ai appelé. Il a des capacités physiques extraordinaires déjà de naissance. Une facilité. Enfin, il a appris les DU en 2 heures. Enfin, tu vois, alors que parfois des gens ça peut prendre 2 ans. Une coordination de fou, Ouais. très musclé de base. Mais lui, son problème, c'est ça. Mhm. Je lui ai toujours dit, le problème, c'est que des personnes qui ont moins de ça, moins de qualité physique, mais plus de prépa mentale, vont toujours le battre. Alors j'ai appelé ça le hamster, parce qu'en fait, il a une voix dans sa tête qui tournait au début. Ouais. Donc c'était vraiment comme l'hamster, tu sais, il tourne en boucle et il va se dire, je suis pas capable, etc. Comment on va se préparer pour une séance de 1 RM? Comment les gens peuvent se mettre dans des conditions pour se dire aujourd'hui, mon 1 RM, il va s'établir? Aujourd'hui, ça passe. Alors, c'est bien ce que tu as dit parce que c'est un RM du jour. Donc, si tu viens d'avoir un bébé qui n'a pas dormi de la nuit et que tu arrives, tu es comme ça, si tu as eu un rappel d'URSSAF, non mais, ah, ça te parle. Non mais il y a plein d'éléments à prendre en compte dans le mental. C'est tout ce qu'il y a autour de la vie de sportif et qui fait que bah, ça peut aussi te polluer l'esprit. Et ben, tu aurais pu exploser ton RM et au final, ben, les éléments extérieurs font que ça passe pas. Il y a le côté physique. Bah, chez les nanas, le cycle menstruel,
c'est pas rien. Et merde, putain, on tombe sur le 1 RM aujourd'hui, et j'ai mes règles. Pas de bol. Enfin, donc ça, tout ça, c'est des variables et des variantes qu'on maîtrise pas, quoi. Maintenant, c'est pareil, il faut être au clair avec son physique et avec ses capacités. Il y a une connerie, mais voilà, t'as un snatch à 20 kilos, tu vas pas visualiser un snatch à 90, quoi. Voilà, donc il faut être au clair avec ses capacités. Mais si tu sais que tu as un RM qui s'approche de 100, tu peux tenter de visualiser un 102, un 105, enfin voilà. Tant que ça reste atteignable, c'est OK. Enfin, il faut raisonner intelligemment, quoi. Et le visualiser, te dire, voilà, aujourd'hui, je sens, aujourd'hui même, si tu sais que c'est la veille, tout ça, je sens que demain, je peux tenter un 105. Tu visualises le 105. Tu visualises le 105. Et il y a une méthode qui marche pas mal pour certaines personnes, c'est de ne pas charger sa barre soi-même. Tu ne charges pas, tu ne regardes pas. Si tu as un pote qui connaît ton niveau, tu le laisses charger. Et en fait, tu ne sais pas combien tu as sur la barre. Et à partir du moment où tu ne sais pas combien tu as sur la barre, tu vas à l'aveugle. Et il y en a pour qui ça marche super bien. Et là, tu dis, j'ai mis 110. Ah ouais. Parce que des fois, le simple chiffre peut bloquer. Et ça, encore une fois, c'est selon les personnes. T'en as pour qui un chiffre va bloquer. T'en as pour qui ça va pas bloquer. Enfin, voilà. Là, c'est le boulot du coach aussi, de connaître ses adhérents et de se dire, lui, il vaut mieux qu'il sache pas. Voilà. Mais la visualisation, ça marche vachement bien pour ça. Par rapport à ça, justement, comme tu en parlais juste avant, quand on est dans une pratique sportive, que ce soit le crossfit, mais là je vais en parler de crossfit, mais ça peut être pareil par rapport à plein de choses, tu as des plateaux. Ouais. Tu as des plateaux de progression. Quand on est au début d'une pratique sportive, on fait ça. Ouais. On a fait ça, puis on a fait ça, puis fait ça, puis fait ça, puis fait ça, puis fait ça. Moi, la première séance du crossfit, c'était il y a 8 ans. Donc ça fait déjà un bail. J'en parlais à quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit ouais, tu progresses bien, etc. Et j'ai pas réellement progressé. Là, mes objectifs, ils sont ailleurs. Ouais. Pendant un certain temps, mes objectifs, c'était la progression en CrossFit. Mes objectifs sont ailleurs. Sur ça, je vais mettre mon focus et je vais essayer de progresser. Même si je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Donc, mes objectifs ne sont plus au même endroit. Mais ça m'est arrivé de progresser énormément sur quelque chose, de stagner sur d'autres choses. Et clairement, en ayant conscientisé que c'était quelque chose qui arrive dans l'histoire d'une personne dans un sport ou dans une thématique. Et puis, comme tu le disais, tu as beau être préparé physiquement, il y a des gens qui sont naturellement doués pour ça et d'autres pas. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais un 94 en chaussettes, je fais 115 kilos pesé ce matin. Et forcément, faire un HSPU, naturellement, c'est pas le mouvement qui va être où je vais le plus avantagé, mais c'est pas pour autant que je vais pas pouvoir me dire que je vais progresser et pouvoir me progresser. Quand tu regardes par exemple Brent Fikowski qui a fini sa carrière, l'athlète de CrossFit, il fait 1,88. Il a énormément et beaucoup plus travaillé que d'autres personnes sur des mouvements comme les HSPU ou les pull-ups. Et donc du coup, en devenant extrêmement focus sur cet objectif-là, il a développé beaucoup plus de qualité et d'intelligence parce qu'il a eu cette difficulté-là, parce qu'il l'a surmonté. Comment on peut gérer sa frustration à la suite d'un échec ou à la suite d'une séance? Alors, moi, je définis souvent les champions, mais dans le terme général. Un champion, c'est quelqu'un qui gère les moments où ça ne va pas. Parce que c'est tellement facile. Quand tout va bien, tout le monde peut être un champion. Hein. C'est quand ça ne va pas qu'on voit les vrais champions. C'est ceux qui vont se dire, échec. Enfin, j'aime pas ce terme d'échec. Pourquoi? C'est des étapes. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des étapes vers du mieux. Parce que 9,9 fois sur 10, à la suite d'une chute, d'un échec, les gens reviennent à un niveau supérieur. Et c'est là qu'on voit ceux qui ont bossé leur mental ou qui ont un bon mental, c'est qu'ils se disent là, je suis dans une période creuse, là, c'est dur, là, je reviens de blessure, là, j'ai eu un gros échec sportif, je mets à profit
pour bosser sur les points d'amélioration. Et tu vois, il a bossé sur ses HSPU, il a bossé sur ses pull-ups, et du coup, il est revenu meilleur. Et c'est ça, c'est les gens qui se disent, je mets à profit cette période de transition, parce que pour moi, un échec, c'est une étape, donc c'est une période de transition pour revenir encore plus fort, encore meilleur. Et souvent, les gens qui ont bien bossé, ils reviennent plus forts physiquement et mentalement. C'est ça. Et parfois, en fait, ce qui m'est arrivé personnellement, mais ce qui va certainement arriver à Redo, parce que je lui dis tout le temps, on revient sur un Redo, mais il, il va aimer que je parle de lui. Euh, c'est qu'en fait, là, il est dans une transition où vraiment, il a plusieurs fois été ici pour le muscle-up. Il avait, entre guillemets, Ouais, jusqu'à tendre les bras. Il a été bloqué parce qu'il ne se voyait pas le faire. c'est ça. Euh, il a juste à faire ça. Donc, il est occupé de développer cet acharnement, Ouais, va se développer pour passer son premier muscle-up. Mais en fait, il ne se rend pas encore compte, c'est que après de 1 à 5 muscle-up, ça va aller extrêmement ouais. vite. Parce que naturellement, il a déjà établi toute la force qu'il est occupé de construire comme ça, n'a Mhm. pas encore de résultats à court terme, mais à long terme, va être extrêmement bénéfique. Ouais. Où c'est là que je trouve que les personnes qui n'ont pas de talent inné sont beaucoup plus méritants que les Oui, personnes qui ont un travail et qui y sont arrivés. Parce que déjà, il y a le fruit de l'effort, ouais. mais surtout qu'après, les effets sont cumulés encore plus forts juste après. Tu parlais de personnes qui reviennent de blessures. Qu'est-ce que tu utilises comme outil pour les personnes qui reviennent de blessures? Parce que ça peut arriver. En crossfit comme dans d'autres sports, on peut se blesser. Il y a 4,4 fois plus de chances de se blesser en course qu'en crossfit, d'après une étude. Comment on peut se revenir, par exemple, on se casse la cheville, je vais plus pouvoir faire du crossfit. Si, tu peux continuer à le faire. Comment j'arrive déjà à me dire, ok, je peux refaire du crossfit alors que je suis blessé, sans être frustré, parce Ouais. qu'il y en a toujours, je vais pas prendre la place de quelqu'un qui est physiquement apte. Ouais. Tout le Alors, monde paye un abonnement, tout le monde a le droit à sa ouais, et puis tout séance, le monde est apte. et tout le monde est apte. La preuve en est, tu l'as bien vu quand tu es venu à la salle. Et deuxième chose, après une grosse blessure, comment on peut déjà survivre à la blessure mentalement, et puis après revenir dessus, quels outils tu utilises? Alors, c'est hyper intéressant ça parce qu'il y a une étude qui a été menée. Je parle blessure et post-opératoire parce qu'en fait, c'est exactement la même chose. Ouais. Un athlète qui va s'entraîner, on va prendre un cycle de 12 semaines. L'athlète qui va s'entraîner sur 12 semaines va avoir une progression approximative de 25%. L'athlète qui va rester chez lui parce que blessé ou post-op, zéro, forcément. C'est pas L'athlète, moins. l'athlète qui va rester sur le côté assis, juste assis, à regarder la séance pendant 12 semaines, est-ce que tu sais à combien il va progresser? Bah, vu que tu me poses la question, j'imagine À entre 10 et 15%. 20%. 20%. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que le simple fait d'être vraiment dans la séance avec les copains, d'écouter les conseils du coach, de se voir, parce que on se voit en train de Mhm. faire le mouvement, de faire ses exercices, de faire sa séance, 20%, juste en étant là. Voilà. Donc, la guérison post-blessure, post-opératoire, mais si les gens ont la possibilité juste de venir s'asseoir et de regarder les copains, c'est déjà du boulot, quoi. Parce que de toute façon, c'est une séance qu'ils auraient fait, et donc du coup, être là ou C'est être à la ça. maison. Et je parle même pas du lien social et tout et tout, hein. Ouais, on parle là Voilà. Et du de. fait de ne pas lâcher la pratique parce que il faut minimum 3 semaines pour construire une habitude, il faut 4 jours pour l'enlever, hein. C'est ça. Donc, tu as vite fait de te dire, moi, j'y vais plus, ça fait 3 semaines que j'y suis pas allée. Et tout est foutu. Clairement. Enfin, voilà, c'est quand même con, quoi. Donc, tu continues à être avec les gens, à être avec ta team, mais voilà, ça marche dans tous les sports, quoi. C'est ça. Un joueur de foot, de rugby qui reste sur le banc à regarder les copains s'entraîner, il reste dans l'équipe. Et c'est hyper important. Enfin, et ça reste de la visualisation, en fait. C'est du travail. C'est bénéfique. C'est bénéfique pour tous, c'est bénéfique pour Ouais, l'entreprise, c'est bénéfique pour la personne, c'est bénéfique pour tous. ouais. Tout le monde y gagne, il y a pas de, il y a pas de perdant dans ça. Euh, et donc, toi, donc là, c'est par rapport à cette étude-là. Qu'est-ce que tu utilises comme outil pour les gens qui reviennent de blessures, etc.? Alors,
Concrètement, la visualisation de guérison, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, se visualiser guéri. Voilà, alors encore une fois, tout dépend de quoi on La a blessure. souffert au départ, hein, attention. Mais tu viens de te faire opérer, ben voilà, tu visualises ta cicatrice complètement cicatrisée. Tu viens de te casser la cheville, il faut que tu visualises. Tu visualises que tu ne boites plus, que tu reviens à ton niveau d'avant. Bien souvent, encore une fois, on revient aux athlètes de haut niveau, ceux qui sont bien accompagnés, 9 voire 10 athlètes sur 10 qui sont bien accompagnés, ils reviennent à un niveau plus élevé. Matt Fraser, de fracture du dos quand il faisait de l'haltéro, il a un petit peu été champion en Games. Brooke Wells, pareil. Enfin, tu vois. Donc, tu as des gens qui ont eu des grosses blessures qui sont revenus à un niveau de dingue juste après. Parce que ils ont pratiqué la visualisation, clairement. Ok. Au quotidien, tu utilises quoi par la visualisation? On a parlé tout à l'heure de la méditation, pleine conscience. Méditation, pleine conscience, relaxation, tout ce qui va être cohérence cardiaque. On tourne beaucoup autour de la respiration. Beaucoup autour de la respiration. Et on intègre en plus dans la méditation de la visualisation, dans la relaxation, de la visualisation. C'est vraiment des outils qui s'imbriquent les uns aux autres. J'adore la cohérence cardiaque parce que c'est un outil qui peut être utilisé avant une compète. Ça va prendre 1 minute et voilà, tu respires, il n'y a personne qui voit rien, ça te calme, ça te concentre, tu es ancré dans le moment et puis tu y vas, quoi. Ah, c'est fou parce que c'est par rapport au projet. Charlotte, on a fait une vidéo il n'y a pas longtemps par rapport au projet de la salle. C'est quelque chose que bon, Nagui était d'une tranquillité naturelle. Moi, j'étais anxieux comme pas possible parce que j'ai vraiment du mal à. Mon corps a du mal à différencier l'excitation du stress. Ouais. Et donc j'étais un peu barbouillé par rapport aux deux. Il m'a fait faire de la cohérence cardiaque juste avant. Ça m'a vraiment bien. Ouais. Ça m'a bien calmé quand même, hein, cette histoire. Dans tes séances, quand tu viens faire de la respiration, la méditation, en intégrant, j'imagine, des pensées positives, Oui. comment ça se passe? La personne, tu lui dis de respirer, de respirer, ou c'est juste tu en parles des outils et la personne doit le faire chez elle? Comment ça se passe Alors, concrètement? il y en a qui sont déjà familiarisés avec le process. Donc, voilà, je dis, tu connais la cohérence cardiaque, oui. Bon, on s'assure que la technique est acquise et puis tu fais chez toi. Il y en a qui connaissent pas du tout. Donc, on travaille en séance au bureau. Enfin, voilà, 4 secondes, 4 secondes de pause, 4 secondes d'expiration, 4 secondes de pause. On fait ça pendant 1 minute et on intègre ça à la routine, quoi. La routine matinale, voilà, cohérence cardiaque. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Les gens fort stressés, ça marche super bien. Il y en a qui en ont pas besoin. Il y en a pour qui juste la méditation matinale va suffire. Enfin, voilà. Mais très souvent, on apprend les séances, l'outil en séance, et c'est retransmis à la maison. Et pour tout ce qui va être relaxation, moi je fais la relaxation en séance au bureau. À chaque séance, pour certains, on le fait. Et comme ça, ils peuvent, pareil, refaire à la maison tout seuls. Mais j'ai des clients avec qui je le fais à chaque séance. Ok. On arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Je pense qu'on va en refaire un autre parce qu'il y a pas mal de, pas mal de, T'es bavarde. pas mal de sujets. Non, après, avec plaisir. Je pense que chaque personne aura appris pas mal de choses dans celui-ci, ou en tout cas peut trouver des clés par rapport à Ouais. ça et des pistes. Et il y a tellement à dire. Il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. Imagine que tu as quelqu'un qui est face à toi qui souhaite commencer le sport, ou des personnes que tu veux avoir, que tu sens qui puisse commencer le sport. Est-ce que tu aurais 3 conseils Ouais. pour lui l'aider à donner, imaginons commencer du crossfit ou d'autres sports, hein, 3 petits conseils que tu pourrais donner par rapport à ta partie à toi, mais aussi de manière générale par rapport à ton vécu de vie? Alors déjà que avoir envie, c'est le plus grand point. Il a envie de commencer le sport. Déjà, on a fait le plus gros du boulot. C'est de trouver le sport qui lui convienne. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on sait que c'est hyper important de pratiquer une activité physique. Donc oui, le crossfit, c'est un super sport et c'est hyper complet.
Et je trouve que c'est génial dans la vie de tous les jours, à tous les âges. Mais voilà, si c'est pas le crossfit, si c'est le hockey sur gazon, on s'en fout. Enfin, le tout, c'est de trouver une pratique qui lui apporte du bien-être, parce que c'est le bien-être et le plaisir dans la pratique qui fait que ça va durer. Mm. Il faut que ça dure. Le but, c'est pas la bonne résolution du nouvel an, je m'inscris et le 1er février, il n'y a plus personne. Donc, c'est d'y aller tranquillement. Pas de se dire, je prends 5 séances semaine tout de suite en commençant. Enfin, tu les vois, ceux-là, qui ils prennent un abonnement illimité, tu les vois pendant 2 mois, puis après, tu les vois plus. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus intelligent de se dire, je prends 2 séances semaine, pendant 6 mois, pendant 1 an. Mm. Ah bah, l'année d'après, j'en prends 3. Et l'année d'après, je prends un illimité. C'est des gens Ouais. qui ont fonctionné intelligemment, qui se sont pas mis trop de pression, et puis qui vont durer dans le temps. Ça nous arrive jamais parce que, en fait, pour l'anecdote, c'est moi qui Ouais. fais les inscriptions et je suis très bien conscient de ça. Ouais. Et l'idée chez nous, c'est pas de survendre, même si, effectivement, d'un point de vue stricto sensu financier, c'est plus intéressant d'un abonnement, un abonnement tout court que peut-être une carte de séance, etc. Mais par contre, on va pas forcer les gens et déjà qu'ils créent, comme tu l'as dit, l'habitude, la routine, mais très vite, ils vont s'en rendre compte par eux-mêmes parce qu'on essaie que le service soit bon, C'est parce ça. que la communauté est bienveillante, et puis parce que le bienfait que ça leur fait, si c'est vraiment quelque chose qui fait cohérence avec eux, ils vont trouver eux-mêmes les solutions qui vont les amener à pouvoir venir plus souvent. Et c'est là le bénéfice, c'est que effectivement, il faut mieux commencer petit pour voir C'est ça. grand après, mais entre guillemets, ça se fait relativement vite et naturellement. Donc ça, c'est ton premier Ouais, voilà. Enfin, conseil. déjà, avoir envie. Ouais. Premier conseil, avoir envie, c'est le plus gros conseil que je peux donner. Pas être trop gourmand, voilà, c'est ce que je disais. Pas être trop gourmand envers soi-même au départ. Laisser le temps de la progression. Et le dernier conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut commencer le sport, c'est d'être discipliné. Parce que pour moi, la discipline, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais c'est l'axe le plus important dans le mental. C'est quand on n'est plus motivé, il faut être discipliné. C'est quoi la différence entre la motivation et la discipline? La motivation, c'est ce qui va te faire commencer, c'est ton pourquoi. Pourquoi je fais ça? Et la discipline, ben voilà, c'est il pleut, j'ai pas envie, il fait froid, il fait 2 degrés dans la boxe, j'ai pas envie d'y aller. Et tu as la discipline qui va te faire y aller. Tu vois, c'est ça, faut y aller. C'est comme ça, tu as signé le contrat avec toi-même, quoi. C'est pas parce que tu veux aller voir les copains. Non, ça, c'est la motivation. La discipline, c'est tu t'es engagé, donc tu y vas. Quoi qu'il arrive, tu y vas. Quoi qu'on te dise, tu y vas. Je me suis engagée à faire mon sport le matin, j'y vais. Je me suis engagée à faire mon sport le soir, j'y vais. Même si les copains ils me disent viens boire l'apéro, tu y vas. Voilà. Et être discipliné. Apprendre à être discipliné, c'est la clé de la longévité pour moi. C'est la clé, c'est aussi faire abstraction des facteurs externes et se concentrer, comme tu disais. Ouais. C'est un peu la théorie du why de Simon Sinek, mais c'est pas vraiment lui qui l'a théorisé. Et puis c'est de la psychologie tout court. C'est se souvenir que quand on est dans un moment de faiblesse, ne pas oublier pourquoi on le fait. Ça, c'est la motivation. Ouais. Mais et faire la connexion entre les deux aussi peut permettre. Idéalement, tu es discipliné, tu es motivé, tu es le roi du pétrole parce que tu y vas. Tu y vas, quoi qu'il arrive, tu y vas. C'est génial, tu es content. Quand tu n'as plus envie d'y aller, c'est important d'être discipliné. Et en plus, la plupart du temps, tu es content d'y être allé. Donc, tu es fier. Donc, tu gagnes en confiance et du coup, tu gagnes en motivation. C'est bien. C'est cool. Par rapport à ta thématique du développement personnel, sans tomber dans le bullshit, mais développement personnel, de la préparation mentale, etc., est-ce que tu aurais de la documentation à pouvoir fournir aux gens, que ce soit vidéo, YouTube, que ce soit livre, que ce soit blog Alors, moi, j'adore lire, donc j'ai des super bouquins. J'ai le livre de Ben Bergeron, Chasing Excellence, qui est, enfin voilà, en prépa mentale pure et en crossfit, il est juste extraordinaire ce bouquin. Et il est disponible en français. Il est disponible en français. Ouais. Donc top. Enfin voilà, moi il m'a énormément appris. J'ai Plus rien ne pourra m'atteindre de David Goggins. J'adore le gars, donc voilà. Forcément. Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit. Pareil, super bouquin. Il est top, franchement. Et puis c'est des tout petits bouquins qui se lisent super vite.
Après, en course à pied, mais pareil, qui peut s'adapter sur tous les sports, c'est de mon canapé à la course la plus dure du monde. C'est l'histoire d'un gars qui faisait pas du tout de sport et qui s'inscrit au marathon des sables, quoi. Et c'est un parcours hyper inspirant, je trouve. Voilà, ça c'est des lectures qui sont vachement sympas. Et en film, ouais, YouTube, je suis moins YouTube là pour le coup. Film, là dernièrement, moi j'ai vu Insubmersible. Je ne sais pas si tu l'as vu sur Euh, Netflix. c'est Nayad, la nageuse de 60 ans Ah oui, qui fait la traversée de Cuba à Miami. Un modèle de résilience et de mental. Et, enfin voilà, j'ai adoré ce film euh, de toutes nos forces. toutes nos forces. Moi, je me permettrais de rajouter un Ouais. bouquin qui est souvent orienté business, mais qui peut s'orienter dans toute chose. C'est Atomic Habits de James Clear. Oui, C'est un petit bouquin qui a fait fureur oui, oui. il y a quelques années. Je ne sais pas s'il est disponible en papier, parce que moi je l'achète en anglais, donc je ne sais pas Ouais. s'il est disponible en papier en français, mais je pense qu'en livre numérique, il est disponible en français. C'est un bouquin qui est magnifique parce que c'est vraiment la théorie des effets cumulés. Et il te donne plein d'outils concrets. Mm, Et en fait, ça porte bien son nom. C'est Atomic Habits. Habits, c'est les habitudes. Atomic, c'est les petites habitudes. Et c'est l'ensemble de ces petits ouais. emboîtements. Et clairement, c'est ce que tu disais, c'est le journaling qui prend 2 minutes, la visualisation qui Oui, prend peut-être 5 minutes, la méditation, etc. Et c'est au final 20 minutes qu'on va pas passer sur téléphone, mais pour notre bien-être à nous-mêmes. Et par cette création d'habitudes-là, ça va avoir que des bénéfices sur soi-même. c'est ça. Et donc, c'est un bouquin qui est très, très connu. Il a un site internet avec plein de blogs, etc. Toi, on peut te retrouver sur Mode, Insta, ouais, Mode H Coaching, Insta, le site internet. Mode H Coaching. Voilà. Ok. Si les gens veulent prendre des rendez-vous, etc., ça se passe entièrement par là. Ouais, téléphone, site internet, il y a un lien. Insta, voilà. Discussion. Ouais, Dernière question. Que pourrais-tu dire aux gens qui ne pratiquent pas encore le CrossFit? qu'il faut essayer. Voilà. Avant de dire que c'est nul, il faut essayer. C'est la seule chose que je peux leur dire, c'est ça. J'ai envoyé pas mal de monde essayer et des gens qui n'étaient pas du tout sportifs au départ, ils ont tous, derrière, ils m'ont envoyé un message en disant waouh, c'était super, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Parce que le sport est génial, complet. Et parce que ben voilà, il y a la communauté, il y a tout ça derrière qui fait que c'est un super sport, quoi. Magnifique. Merci à toi d'avoir pris ton temps. Merci à toi. Un dimanche. On se reverra certainement très vite. De toute façon, on se voit déjà assez souvent avec mamie et papy. Euh, merci beaucoup, hein, sincèrement, d'avoir pris ce temps, d'avoir lu et discuté avec nous. Et on se revoit très vite. Merci à toi.